Les lieux de vie, qu'ils soient sur terre, sous terre ou sur l'eau, obligent les habitants à s'adapter. Les pratiques de vie particulières se transmettent et deviennent la tradition ou les coutumes. Certaines pratiques particulières se retrouvent chez les mousseaux, nom commun donné aux habitants des caves troglodytes en Anjou. Vivant un peu en marge de la société, repliée sur elle-même, la colonie souterraine, tout en forgeant quelques comportements originaux, a créé une ambiance éminemment propice au maintien prolongé d'un code de coutumes souvent commun à tous. La veillée n'est pas une coutume propre à l'habitat souterrain, mais sûrement une des plus anciennes. Les veillées avaient lieu de la Toussaint à Carnaval. Le nom donné à ces réunions est différent suivant les villages. Veilloir, veilloué, veillerie, veillerite. Dans les caves, les rassemblements comprenaient couramment plusieurs dizaines de personnes. Les salles de nos fermes de surface pouvaient accueillir 2 ou 3 familles, alors que dans certains villages troglodytiques, on pouvait avoir une assemblée de 100 à 150 couples qui dansaient dans des salles de bal creusées à 300 mètres de profondeur. Tout en travaillant, on bavardait. Les commérages allaient bon train. On chantait, on dansait ou on écoutait les conteurs. De tout temps, l'homme a eu besoin de poésie, d'évasion, de fantastique, d'entendre de belles histoires. Les histoires de l'ancien temps, les légendes, les histoires de sorcellerie, de loups-garous, de fées, d'animaux parlant la nuit de Noël. Une soirée entre voisins et amis, à écouter un bon diseux nous révéler comme une confidence la sensibilité de nos ancêtres, c'est recevoir une petite partie de l'âme de notre province. La fête des fous, la fête de l'âne et la fête des innocents étaient célébrées dès le 25 décembre avec un charivari général réservé au bas clergé le 6 janvier, jour de la fête des rois. Paillardes, exubérantes, bruyantes, submersives, ces fêtes dérivaient des anciennes fêtes romaines dédiées à Saturne, le dieu de l'agriculture. Pendant les Saturnales, 3 jours durant l'hiver, le jour de la Saint-Étienne, de la Saint-Jean et des Innocents, les tribunaux et les écoles étaient fermés. Et alors, comme à Carnaval, les valeurs établies de la société étaient renversées et la religion était tournée en dérision. Elle donnait lieu à des fantaisies satiriques et impitoyables. D'après le calendrier religieux, le carnaval débute à l'Épiphanie, soit le 6 janvier, date qui marque la fin des fêtes de Noël et s'arrête le Mardi Gras, jour de carême prenant. Cette période était le prolongement des réjouissances hivernales. Arrive le 2 février, avec la fête de la Chandeleur, toujours très proche des croyances et traditions liées à la lumière, la purification, la prospérité et la fécondité. Cette manifestation ouvre solennellement la saison agraire, car les jours allongent sérieusement. La végétation du blé en herbe prend de l'importance. Au début du XXe siècle, dans les campagnes, c'était un jour chômé. Elle tire son nom du latin « Festa Candelorum », fête des Lumières, évoquant les cierges que l'on portait en procession lors de sa célébration. Chez les Romains, on la fêtait vers le 15 février,
correspondant au début de la saison des amours chez les oiseaux, pour célébrer le dieu de la fécondité, Lupercus, au cours de Lupercale, et fêtant le retour de la lumière. Cette manifestation en l'honneur du dieu Pan, non plus connu, donnait lieu à des défilés de débauchés munis de flambeaux arpentant les rues de Rome pendant la nuit. Ils offraient des sacrifices aux dieux et mangeaient des galettes de céréales à la lueur des torches. Est-ce l'origine des crêpes mangées le jour de la Chandeleur ? Chez les Celtes, il existait un rite, la fête d'Imbolc, la déesse mère, le 1er février, calée sur la fin de l'hiver. Cette date marque le milieu entre le solstice d'hiver et le solstice du printemps. C'était aussi la fête de la purification de l'eau qui assurait la fertilité et fécondité avec le retour de la vie animale et végétale. Elle existe toujours en Irlande. Elle met à l'honneur la grande déesse celtique Brigide. Les peuplades du nord de l'Europe et les Celtes célébraient en même temps le soleil, dont le retour commençait enfin à se préciser à travers la roue solaire. Chez les chrétiens, le 2 février est officiellement aujourd'hui la purification de la Vierge, ce qui nous laisse dans des abîmes de réflexion puisque Marie est l'Immaculée Conception. Comme l'avait déjà fait César en rebaptisant les dieux grecs, l'Église engagea, dès la fin de l'Empire romain, une vaste opération pour remplacer systématiquement les rites païens par des fêtes chrétiennes. L'histoire raconte que le pape Gélase Ier, pour réconforter des pèlerins harassés, leur fit cuire des galettes faites avec de la farine et des œufs et eut l'idée d'instituer en 472 la fête de la Chandeleur, laquelle est la fête de la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël, qui est aussi un rite d'origine hébraïque. Le cierge de la Chandeleur devait être rapporté de l'église jusqu'à chez soi en restant allumé. Mais les processions aux chandelles sont de plus en plus rares de nos jours. On lui prête certains pouvoirs. Les cierges étaient précieusement conservés dans l'armoire familiale. Ils étaient sortis en cas de grave maladie, ou pour abréger les souffrances d'un mourant, ou en cas d'orage. Ils avaient, soi-disant, le pouvoir d'éloigner la foudre et de l'empêcher de tomber sur les habitations. Ils étaient allumés chaque fois qu'il y avait la nécessité d'implorer le ciel ou Dieu, d'écarter les mauvais esprits et de protéger les foyers, les vignobles et les champs. L'on disait même que quelques gouttes de sa cire, posées sur des œufs mis à couver, en assureraient la bonne éclosion. Autre coutume, au retour de l'église, la mère de famille traçait avec sa chandelle une croix blanche sur toutes les portes extérieures de la maison et des dépendances pour se protéger des sorciers. Et les crêpes dans tout cela? C'est la survivance d'un mythe remontant aux temps les plus reculés et symboliserait la roue solaire. En France, cette coutume s'est développée au Moyen Âge. Elle était liée au carnaval et à la mi-carême qui marquait une journée de festivités alimentaires pour rompre avec l'austérité du temps de carême. Des siècles durant, les paysans ont pensé que s'ils ne faisaient pas de crêpes le jour de la Chandeleur, leur blé risquait de s'abîmer. Si point neveu de blé charbonneux mange des crêpes à la Chandeleur. À la Chandeleur, on pouvait faire des crêpes tout le jour, sans compter, notamment en Saintonge, la biguinée, sorte de crêpe épaisse au lardon. C'était pour avoir des sous toute l'année et pour que les récoltes soient bonnes. Une manière de vœu qu'on faisait à Notre-Dame Bigounière, qui était ni plus ni moins que la Sainte Vierge, mais qui prenait ce nom au moment de la Chandeleur. Parents et amis se réunissaient pour faire sauter les crêpes. Les invitations se succédaient, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, pour des veillées où la crêpe était reine. L'ambiance n'était que gaieté, joie,
jusqu'au Mardi Gras qui constitue l'apogée. En Vendée, les hommes se donnaient rendez-vous vers 15 heures, après la sieste, dans une cave du village, habituellement celle du plus âgé, et c'était parti pour tout l'après-midi, de cave en cave. Il fallait dans chacune d'elles goûter aux barriques et aux tourtisseaux et autres bottereaux ou merveilles confectionnés par les femmes la veille. Il fallait avoir un bon estomac, car il fallait consommer autant de bottereaux que de verres de vin. Pendant ce temps, les femmes allaient de maison en maison pour prendre le café chez chacune et de goûter aussi aux pâtisseries confectionnées par elles. Comme chacun sait, elles étaient beaucoup plus raisonnables sur les quantités consommées. On faisait des farces également ce jour-là, avec des crêpes bourrées de filasse, de poivre ou autres. Faire des crêpes à ce moment représentait diverses croyances. Espérance d'avoir de ces ingrédients en abondance toute l'année. Bonheur, quand on fait sauter la crêpe correctement. Protection, conserver la première crêpe sur une armoire ou étagère pour assurer la protection de la maisonnée pendant 1 an. Bonne pondaison, donner des crêpes de la Chandeleur aux poules. Belle moisson, inviter ses voisins pour la Chandeleur. À la Chandeleur, il faut faire des crêpes toute la journée pour pas que les taupes boutent dans les prés. Et la pièce dans la main. En tenant une pièce d'or dans la main gauche, tandis que de la droite on faisait sauter la première crêpe, on était assuré, disait-on, d'avoir de l'argent toute l'année. Cette crêpe était ensuite enroulée autour de la pièce d'or et portée en procession par toute la famille jusqu'à la chambre où on la déposait jusqu'à l'année suivante sur le haut de l'armoire. Les débris de la crêpe de l'an passé étaient alors récupérés et la pièce qu'elle contenait donnée au premier pauvre qui passait. Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge fripé, celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Et la météo. La Chandeleur fait espérer l'arrivée du printemps, car on dit « Marie-Candelle claire laisse l'hiver derrière ». À la Chandeleur, l'hiver meurt ou prend rigueur. Soleil de la Chandeleur annonce hiver et malheur. Rosée à la Chandeleur, hiver à sa dernière heure. Soleil le 2 février, l'hiver sera prolongé. S'il pleut à la Chandeleur, l'hiver meurt. Carnaval terminait la saison des veillées, et ce jour-là, nulle personne de chez nous n'aurait fait des crêpes sautées à la poêle, appelées crêpes molles, puisqu'elles étaient réservées à la Chandeleur, mais plutôt des beignets frits, appelés rousserolles, crêpes dures, tourtisseaux, etc., qui s'empilaient et se superposaient dans des plats et qui, si l'on était raisonnable, vous mèneraient jusqu'à la mi-carême.